Bonjour à tous, et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'analyse du match qui a eu lieu hier entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Donc c'était le match aller des qualifications pour la Ligue des Champions. Le vainqueur des deux matchs se qualifiera donc pour les huitièmes de finale et affrontera aujourd'hui, on le sait déjà, Chelsea ou Barcelone. Donc ça sera l'un ou l'autre, il y aura un tirage au sort à ce moment-là. Donc pour revenir sur le match d'hier, donc match évidemment qui a vu la victoire du Paris Saint-Germain 3-2 sur le terrain de l'AS Monaco. Paris était quand même mené 2-0 au bout de 20 minutes, je crois. Donc ça n'était pas très bien engagé. Donc on a énormément de choses à se dire sur ce match-là. Donc si vous êtes prêts, on commence maintenant. Alors le match, ça va être très clair. Les 20 premières minutes, ça a été catastrophique. Il faut être complètement honnête. On a été complètement dépassé. Et c'est même pas dépassé, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a eu un manque de concentration pendant les 20 premières minutes qui est juste à ce niveau-là, qui a été affolant. L'AS Monaco, je crois qu'ils ont eu 2 tirs, 2 buts. Voilà, au moins, on s'est pris un but à la première minute et un deuxième but à la 18e minute. Ça a été, franchement, les 20 premières minutes, ça a été catastrophique. Alors pas qu'on n'a pas mené le jeu, qu'on a eu la possession ou autre. Hein. Non, ça on est complètement dans les standards parisiens. On a complètement étouffé l'AS Monaco en possession de balle sur tout le match. Ça, il n'y a aucun problème. Si on regarde les statistiques, on voit que pour la première mi-temps, on est à 77% de possession de balle, alors que Monaco joue encore à 11. Hein. Donc on est à 77% de possession de balle, 1,60 en XG goal, et Monaco est à 23 avec un XG goal à 1,17. Donc c'est juste, on a eu notre jeu habituel, on a complètement étouffé le jeu, la possession, mais par contre bravo à l'AS Monaco qui a bien compris nos problèmes d'impact défensif, c'est qu'on s'est pris 2 contres ultra rapides et ça a été clair, net et précis. On a été complètement dépassé par l'impact et surtout par la vitesse d'exécution de Monaco sur les 20 premières minutes. Le milieu de terrain a été pris de vitesse. Marquinhos, il a été complètement trimballé comme un amateur. Donc moi je trouve ça toujours un peu dramatique d'ailleurs pour un défenseur de ce niveau-là. Safonov, on peut dire quand même tout ce qu'on veut, mais il s'est quand même pris 5 buts en 2 matchs. Donc je pense que tout doucement, même si je sais que le milieu est fautif, la défense n'est pas bonne, mais je pense que tout doucement, on va revenir vers un Lucas Chevalier, où peut-être que la petite transition pendant un mois sur le banc, peut-être lui a fait du bien. Je pense sincèrement qu'il jouera ce week-end. Moi je le vois titulaire ce week-end, j'en suis quasiment convaincu à 100%. Je pense qu'après les 5 buts de Safonov sur une semaine, je pense que Luis Enrique va faire tourner et va faire jouer Lucas Chevalier. En plus on joue, si je me trompe pas, on joue contre Metz ce week-end, donc c'est tout à fait un match qu'il faut pour relancer un gardien, pour le remettre un peu en confiance. Donc après, à voir surtout la grande décision, ça va être pour le match retour contre Monaco. À ce moment-là, on verra la décision que prendra donc Luis Enrique. Donc voilà, donc 20 premières minutes catastrophiques de la part des Parisiens. On n'était pas dans l'impact, on n'était pas bon défensivement, on était trop léger dans les duels. Enfin bon, c'est complètement fait bouffer sur 2 actions hyper basiques de Monaco. Hein. Ça n'a pas été quelque chose de dingue. Hein. Le premier but où il y a eu un centre qui lobe tout le monde, Nuno Mendes n'était pas là, Pacho était trop avancé, il y avait 2 gars tout seuls derrière. C'est une honte, à la première minute c'est une honte, de toute façon c'est vraiment un gros problème, ce manque d'état d'esprit dès le début du match. Là au moins on l'a payé cash, donc peut-être que ça va servir de leçon aux joueurs et se dire que finalement on peut pas se reposer parce qu'on voit bien que contre Monaco on s'en est pris un méchamment. Le deuxième but, moi j'ai trouvé l'action magnifique, hein. Sincèrement de Monaco elle est magnifique. En 3 passes ils se sont retrouvés dans le dos de la défense, ils nous ont fait hyper mal. Et puis l'attaquant de Monaco a des qualités, hein. Il est rapide, il protège bien sa balle et puis il est à droit devant le but, donc il a des qualités. Hein. On s'est pas fait prendre un but par un attaquant basique. Hein. Non, il a des qualités ce joueur-là, donc il faut faire très attention à ça. Après évidemment, un événement s'est produit, ça a été donc la blessure de Dembélé. Et Dembélé va quand même falloir au bout d'un moment qu'il sache mieux dire ce qu'il a. Parce que le problème, c'est que la veille, il avait ressenti une petite pointe musculaire
Bon, voilà, c'est passé. Le lendemain, tout s'était bien passé. Donc finalement, comme le staff suit toujours l'avis des joueurs, parce que c'est quand même les joueurs qui connaissent leurs sensations. Là, le problème, c'est que Dembélé, ça fait 2-3 fois qu'il nous fait le coup où finalement, non, c'est rien, je peux jouer. Et puis 30 minutes après, il sort. Donc moi, ça me pose un vrai problème sur son analyse de ses réelles blessures. Je pense qu'évidemment, on sait qu'il y a une saison difficile. Dembélé, c'est un joueur qui est sujet aux petites blessures. Et comme on n'a pas eu de préparation physique cette année à cause de la Coupe du Monde des clubs, le début de championnat très tôt et tout, on n'a pas pu avoir une préparation physique classique, c'est-à-dire au moins de 4 à 6 semaines. Nous, on a eu 3 jours. 3 jours avant le premier match. Donc évidemment, ça a été très compliqué. Donc je pense que c'est ce qui lui manque cette année à Dembélé, c'est la préparation physique qu'il n'a pas eu au mois de juillet. Donc on sait, il n'y a pas de souci, mais par contre, il faut qu'il soit beaucoup plus clean avec le staff. S'il a reçu une pointe musculaire et qu'il se sent pas à 100%, il faut qu'il le dise. C'est pas normal qu'on fasse débuter un joueur qui soit blessé et qui sort au bout de la 30e minute. Ça, c'est pas normal. Donc voilà, donc Dembélé blessé, rentrée de Désiré Doué, qui évidemment avait beaucoup de choses à montrer par rapport à tout ce qui s'est dit dans les médias, les sorties un petit peu médiatiques de ses coéquipiers sans le pointer du doigt, mais je pense qu'on a tous compris qui c'était. Donc moi je pense qu'il est rentré quand même avec une pression énorme, le Désiré Doué, et sincèrement son match est bon. Son match est bon. Alors il y en a qui vont critiquer, oui mais bon il a fait un bon match contre Monaco, joué à 10. De toute façon, on trouvera toujours des choses à dire. Soit quand il fait un bon match, oui, mais l'adversaire est pas bon, ou ceci. Non, il a fait un bon match. Il l'a fait par rapport à la pression qu'il y avait sur lui et par rapport à tout ce qui avait été dit sur lui depuis une semaine. Je pense qu'il a fait un bon match. Il était dans le bon état d'esprit. Il a marqué 2 buts. Il est quand même, malgré tout, il est quand même responsable aussi du but d'Hakimi. Parce que c'est sur sa frappe que le gardien repousse sur Hakimi. Donc non, moi je pense que vraiment c'est un joueur très important. Quand il est comme ça, il fait évidemment partie des joueurs très importants du Paris Saint-Germain. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis donc voilà, donc on est gentiment revenu au score. Donc sur un premier but de Doué sur une belle frappe croisée du gauche, et ensuite sur un tir contré de Doué par le gardien qui est revenu sur les pieds d'Hakimi qui derrière a marqué son but. Donc voilà, donc très bon là-dessus. Donc voilà, donc mi-temps, ça s'est terminé à 2-2. Donc je pense qu'on avait fait vraiment le plus dur sur ça parce que c'était voilà, on avait vraiment besoin de revenir après les 20 minutes catastrophiques. On s'est bien rattrapé et c'est toujours plaisant avec cette équipe de Luis Enrique, c'est que mentalement, même à 2-0, en fait ça lâche pas, ça joue de la même manière, je trouve qu'ils ont même monté le niveau, et heureusement, parce que les 20 premières minutes c'était catastrophique, donc ça pouvait pas être pire, mais je trouve que le niveau après est bien monté. J'ai trouvé ça très intéressant sur la deuxième partie de la première mi-temps. Donc mi-temps 2-2, retour des vestiaires, on est reparti un peu sur les mêmes bases. Donc fait de jeu, c'était l'expulsion de Golovin sur un tacle totalement fou, débile, même s'il l'a pas fait exprès, il n'y a pas de souci, franchement il n'y a pas de problème là-dessus, mais l'arbitre ne pouvait que siffler rouge. Il n'y avait pas de problème. Et moi, ce que je ne comprends pas avec les arbitres, c'est comment qu'un arbitre comme lui, qu'on a déjà eu plein de fois, c'est un arbitre international, il a de l'expérience et tout, comment tu peux ne pas donner rouge direct ? Comment ça se fait que tu aies besoin de la VAR pour valider que le mec, il a taclé au niveau du genou et qu'il a emmené la chaussette avec, donc c'est-à-dire qu'il a arraché tout le tibia. Je ne comprends pas que tu aies besoin de la VAR en 2026 pour siffler ce genre de truc. Comment faisaient les grands arbitres des années 90 où le jeu était quand même brutal? Ils n'avaient pas besoin de la VAR pour sortir un rouge. Moi maintenant, j'ai l'impression que les arbitres, ils ne prennent aucune décision, ils veulent être protégés par la VAR. Ah non, le gars, c'est faute, il faut assumer. Alors évidemment, il y a tous les mecs qui chialent. Ah mais oui, mais Vitinha, il a fait la même chose à Balerdi. Mais non, il a pas fait la même chose. Balerdi, il y a eu un contact, mais on a tout de suite vu que Vitinha, il a relâché son pied pour éviter justement le coup
l'impact fort, et c'est ça qui lui a sauvé évidemment la vie. S'il avait maintenu la pression sur son tacle et qu'il avait arraché le truc comme il a connu hier, évidemment il aurait eu rouge. Hier, le tacle de Golovin, il n'y a eu aucun relâchement de son pied. Il est arrivé juste en dessous du genou et il a arraché la chaussette jusqu'en bas de la cheville. Donc évidemment que ça n'a rien à voir. Il faut juste arrêter d'être de mauvaise foi. Soit vous connaissez le football et vous en parlez, soit vous ne connaissez pas et puis vous la fermez. Parce que c'est pas possible de dire des conneries pareilles sur des situations qui n'ont absolument rien à voir. Donc voilà, et puis surtout en plus ceux qui se plaignent de ça, c'est les mêmes qui n'ont absolument rien dit quand le Marseillais avait détruit la cheville d'un Rennais 3 jours avant. Le mec il était sorti avec une cheville comme ça, mais là par contre les Marseillais évidemment on les entend pas. Là sur ça il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc, il faut arrêter d'être fou. Moi ce qui m'a dérangé aussi, il y a eu une action qui m'a dérangé à un moment donné, c'était Balogun je crois, qui est en duel avec, je crois que c'était João Neves, si je me trompe pas, vous me direz si je me trompe. On le voit, il pousse João Neves du bras, il tombe, et la faute est pour lui. Alors là, moi, celle-là, il va falloir qu'on me l'explique. Je veux bien qu'on me fasse un schéma. Je voudrais qu'on m'explique où João Neves fait faute. Au départ, il y a accrochage entre les deux, donc ça c'est normal, ils se battent pour avoir la balle, donc ça, il n'y a pas de souci. T'as Balogun là, qui pousse Neves avec le bras, après il tombe, et ben l'arbitre lui donne la faute. Alors moi, c'est la première fois que je vois ça de ma vie, je crois, qu'un mec qui pousse un joueur obtient la faute. Alors sincèrement, je pense que c'est une nouveauté, mais de toute façon avec l'arbitrage en 2026, je pense qu'on a presque des nouveautés à chaque match. Il y a des tacles appuyés qui sont même pas sifflés. On se souvient de Donnarumma qui il avait pris la chaussure en pleine gueule, il y avait même pas eu faute. On se souvient de Kvara, le tacle par derrière qui lui a niqué la cheville pendant 15 jours. On laisse, il n'y a aucun souci, mais par contre le mec qui pousse un joueur et qui tombe derrière, bah il y a faute pour lui. Moi je pense que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui le football commence à être un peu désintéressé des puristes. Parce que moi je parle des puristes, c'est ceux qui ont connu le football dans les belles années, les années 90-2000. Ceux-là qui ont connu des très grands joueurs, qui ont connu vraiment des matchs d'anthologie, des matchs de dingue. C'est de ceux-là que je parle. C'est un peu ma génération. Moi j'ai 45 ans, j'ai connu cette période-là. Et aujourd'hui je pense que le football aujourd'hui devient un sport complètement mis un peu à l'écart, parce qu'en fait je pense que l'arbitrage n'est pas au niveau. Quand on regarde les Jeux Olympiques aujourd'hui, quand on voit le nombre d'arbitres, il y a plus d'arbitres pour un match de hockey que pour un match de foot. Alors que le terrain se passe sur une patinoire, donc c'est quand même beaucoup plus petit. Mais il y a plus d'arbitres, il y a des temps morts, il y a des analyses, il y a des consultations d'arbitres. En ce moment, il y a le tournoi Destination, mais quand on regarde les arbitres, mais c'est incroyable la différence de niveau. Quand il y a une faute, déjà, tout est expliqué calmement. Il n'y a aucun problème, il n'y a personne qui prend quelqu'un de haut ou qui... Non. Mec, ils sont là et tout, ils parlent d'institutions de rugby, de mentalité de rugby, que ceci, que cela, c'est expliqué. Quand il y a un problème, un doute, t'as l'arbitre de touche qui vient avec l'arbitre central au milieu, et ils regardent la vidéo ensemble et ils communiquent ensemble pour savoir ce qui se passe, mais ils ont des caméras sur eux, pour être encore plus transparent, on va dire, sur leurs décisions. Mais à quand tout ça dans le foot ? Nous, on a une VAR qui ne sert à rien. La VAR, pour moi, elle n'est pas là. Elle devrait pas être là que pour être consultée quand l'arbitre la demande. La VAR, elle devrait regarder le match en continu. Et dès qu'il y a un litige que l'arbitre n'a pas vu, doit appeler l'arbitre. Parfois, il y a des choses qui se passent dans le dos de l'arbitrage, qui se passent ailleurs, et l'arbitre ne le voit pas parce que ça peut arriver. Mais la VAR, elle doit être là pour ça. Moi, je comprends même pas que les mecs de la VAR, ils aient besoin que l'arbitre central aille voir la vidéo pour dire qu'il y a carton rouge sur le tacle sur Vitinha. Moi, je comprends pas. Donc voilà, après, petit aparté, on va dire. Donc après, Doué a marqué son deuxième but à la 67e minute, je crois, quelque chose comme ça. Donc évidemment, victoire du Paris Saint-Germain. Là où moi j'ai un petit peu de regret, c'est que je trouve qu'on n'a pas voulu enfoncer le clou
Il nous restait 30 minutes de jeu. Je sais plus quand est-ce qu'a eu lieu l'expulsion, mais je crois que ça a eu lieu à la 55e, quelque chose par là. Il nous restait plus de 30 minutes de jeu. Alors c'est bien qu'on ait pris l'avantage, mais sincèrement, j'aurais enfoncé le clou un peu. Moi, j'aurais fait un peu le forcing pour aller marquer le 4e et pour nous mettre, je pense, définitivement à l'abri. Parce que je vois pas Monaco, même s'ils ont fait un début de match très bon, c'est surtout de notre faute, hein. Mais je vois pas Monaco venir planter 2 buts d'écart à Paris au Parc. Sincèrement, je vois pas. Donc j'aurais préféré avoir 2 buts d'avance. On en a un, donc forcément Monaco va devoir se découvrir un petit peu au fur et à mesure du match. Donc le début de match va être hyper important parce que si on se prend un but dès les premières minutes, le match il est complètement relancé à 0. Si on maintient la défense en première mi-temps au match retour et qu'on arrive à marquer un but, ou alors que plus le temps va passer, plus Monaco va devoir se découvrir, attaquer, et donc là on pourra les prendre en compte. Donc à voir un peu comment ça va se passer, mais évidemment je pense que Dembélé ne sera pas là. Il sera pas là déjà ce week-end, c'est une certitude. Je ne pense pas qu'il soit là pour le retour parce que s'il a une pointe musculaire, il faut pas faire de conneries. On a des matchs très importants qui vont arriver au mois de mars, donc il faut le garder, il faut le remettre en forme. Ça, y a pas de problème. Donc je ne pense pas qu'il jouera. Donc voilà. Donc sinon, au niveau des joueurs, Safonov, je l'ai pas trouvé ouf. Il s'est pris 2 buts encore, hein, et sincèrement sur le deuxième, je pense qu'il y a mieux à faire. Hakimi, je l'ai trouvé meilleur au fur et à mesure du match. Il a enfin attaqué un peu sur son côté droit et ça fait vraiment très plaisir de revoir Hakimi comme ça. C'était l'un des seuls à la 90e minute qui faisait encore l'effort offensif pour aller apporter du surnombre. Donc ça, bravo. Marquinhos, sur le deuxième but, sincèrement, je l'ai trouvé quand même un peu léger dans le duel. Il s'est fait prendre de vitesse, il a jamais pu revenir. Alors c'est vrai que Balogun est un joueur qui court vite, hein. Ça, il n'y a pas de problème. C'est très difficile à prendre. Une fois qu'ils sont lancés, souvent c'est compliqué. Pacho a fait un bon match, mais ça n'a pas été le meilleur match de sa vie. Nuno Mendes, beaucoup l'ont critiqué sur ce match-là, mais je pense que ces gens-là n'ont pas vu son match à Rennes, parce que le match d'hier n'a pas été mauvais, hein. Alors oui, il y a toujours 2-3 petites failles qu'il faut qu'il corrige, mais son match de Rennes a été beaucoup plus catastrophique que son match d'hier contre Monaco. Là, sincèrement, il n'y a pas de problème. Warren, Vitinha, Neves, je les ai trouvés mieux. Vitinha a loupé son penalty. C'est vraiment dommage qu'il ait arrêté de tirer son penalty de la manière avec laquelle il le faisait avant, parce que il a loupé une fois, mais c'est pas grave. Il a loupé une fois, mais il en a réussi 20. Donc c'est pas grave, reste sur ce truc-là. C'était ta patte un peu c'était ta marque de fabrique, quoi. En gros, reste sur ton truc avec tes petits pas et d'attendre que le gardien plonge d'un côté ou de l'autre. Moi, je trouve ça vraiment très bien. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a retrouvé notre fameux engagement en touche, chose qu'on ne faisait plus depuis le début de la saison. Donc là, on l'a refait. Donc c'est au coup d'envoi. On envoie le ballon en touche le plus loin possible du côté du poteau de corner pour évidemment faire en sorte que tout le bloc de l'équipe adverse soit devant leur but. Moi, ça me manquait un peu, je vous avoue, parce qu'on avait fait ça toute la saison dernière. Et là, je trouvais que ça manquait un petit peu. Ça manquait de notre patte personnelle. C'est quelque chose qu'on avait fait toute la saison dernière et moi j'aimais bien. C'était un peu notre marque de fabrique. On savait que c'était le Paris qui jouait quand on faisait ça. Et voilà, donc moi ça m'a plu. Donc attaquant, Vara, il fait toujours un travail collectif de dingue. Je sais pas si on se rend compte du travail qu'il peut faire ce mec-là. Alors oui, parfois il manque un petit peu de but, je suis d'accord. Mais quel travail aussi pour le collectif. Il se bat sur tous les ballons. C'est l'un des rares qui percute à chaque fois qu'il a la balle ou presque. Il fait des efforts défensifs, il fait des efforts tactiques, il fait des efforts de placement. Il est vraiment indispensable, Vara. Dembélé, bon, c'est un peu difficile à parler parce que évidemment il est sorti très tôt, 30e ou 35e minute, 30e minute je crois, donc ça a été un peu compliqué, mais on peut pas trop le noter. Doué, évidemment très bon, 2 buts et une passe décisive à moitié, c'est grâce à son tir que le gardien repousse sur Hakimi, donc évidemment très bon, sa rentrée est très bonne évidemment. Et puis Barcola, je l'ai pas trouvé mauvais, Barcola, sur ce match-là. Ce que je lui reproche le plus à Barcola, c'est que il y a 2 choses que je lui reproche. C'est que déjà, je trouve qu'il ne percute pas assez. Il a un dribble facile et surtout une accélération qui est assez importante, et je trouve qu'on ne le voit pas assez le faire.
il le fait souvent quand il y a de l'espace devant lui, mais quand il y a des petits espaces, il n'ose jamais le dribble. Donc c'est dommage. Et puis alors, ce qui est toujours le plus dérangeant avec Barcola, c'est le côté où il est capable de faire un truc de dingue et après il va te faire un centre de merde. Alors ça, c'est vraiment catastrophique. Alors c'est vrai aussi qu'on n'a pas un vrai avant-centre bon de la tête complet comme peuvent avoir toutes les grandes équipes, hein. Faut pas se leurrer, hein. Moi je suis désolé, mais tu prends par exemple Arsenal, ils ont un avant-centre complet, City un avant-centre complet, le Bayern, le Real. Bon, pour moi, Mbappé n'est pas complet parce que il est pas bon de la tête, il est pas bon c'est pas un renard de surface, Mbappé. Pour moi, il a pas l'instinct du placement ou autre. Il a d'autres qualités, mais il a pas ça. Donc voilà, donc c'est pas un avant-centre comme je l'entends Mbappé. Pour moi, c'est un ailier qui est devenu avant-centre. Donc c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il a des qualités d'ailier, mais pas d'avant-centre pur. Un peu comme était devenu Thierry Henry à la fin de sa carrière, c'était devenu un avant-centre, alors que c'était un ailier de formation. Donc il n'a pas la palette que peuvent avoir un Harry Kane ou un Haaland, où ce sont des avant-centres purs. Ils ont fait toute leur formation en tant qu'avant-centre, donc ils ont une maîtrise et une vision du but qui est complètement différent d'un ailier. Donc chacun ses qualités, ses défauts, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc écoutez, victoire du Paris Saint-Germain 3-2. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes un petit peu sur votre faim comme moi? Moi en tout cas, j'ai évidemment hâte de voir le match retour. Ça sera mercredi ce coup-ci. N'oubliez pas que quand les matchs allés sont le mardi, le retour c'est le mercredi. Donc voilà, et puis hâte de voir un petit peu ça. Et puis évidemment qu'on se qualifie pour affronter donc Chelsea ou Barcelone. On verra bien tout ça. Donc en tout cas, je vous dis à tous à bientôt et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!